Madame Christiane Taubira, ceux qui vous ont déjà entendu savent que vous êtes une oratrice exceptionnelle, hors norme. Et c'est donc vous qui sont venus écouter, pas moi, d'autant qu'ils m'ont déjà entendu. Je serai donc très bref pour vous présenter. Femme d'exception, femme politique, femme guyanaise, vous avez été élue de la Guyane à l'Assemblée nationale française de 1993 à 2002. Vous avez été candidate à la présidence de la République française en 2002. J'ai d'ailleurs voté pour vous. Vous êtes ministre de la Justice, garde des Sceaux de 2012 à 2016. Vous portez, lors de votre passage dans ce grand ministère, plusieurs projets de société emblématiques et vous focalisez aussi les critiques. Vous êtes, pour toutes ces raisons, une personnalité unique, aussi une auteure prolifique, auteur de plusieurs beaux ouvrages, dont notamment, et je conseille à nos étudiants, Murmure à la jeunesse ou de Nuit d'épines qui sort ces jours en librairie. Madame la garde des Sceaux, chère Madame Taubira, c'est un immense privilège que vous nous faites de venir nous entretenir de la démocratie et des populismes. Et donc, c'est mon plaisir de vous écouter. Merci. Merci infiniment pour cet accueil très chaleureux. Je déménage. Voilà. Ça ne se voyait pas, mais c'est plein de bouteilles par là. Monsieur le recteur, merci de nous accueillir, de nous donner l'hospitalité dans ce lieu qui, comme toutes les universités du monde, est un lieu de circulation des personnes, des idées, des projets, des ambitions, des volontés, des intelligences, des énergies. Merci de nous accueillir pour cette rencontre. Madame la conseillère d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la chancelière d'État, Madame la maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, merci d'être ici ce soir et de m'accueillir tel que vous l'avez fait. Et vous m'autorisez des salutations amicales particulières à Jean Ziegler et à Madame Ziegler, que j'ai retrouvées avec un immense plaisir. Voilà, c'est un privilège que je m'octroie. Vous avez compris que ce sera une soirée d'abus. J'ai été invitée, j'ai accepté très très volontiers de venir m'adresser à vous sur un sujet qui est quand même un sujet casse-figure, celui de la démocratie, parce que nous avons tendance, dans des sociétés diverses, mais à l'intérieur même des sociétés, d'y mettre des choses extrêmement disparates. Il s'agit d'une conférence inaugurale. Je vais donc respecter le formalisme que suppose un tel exercice, mais à la fois par nature, par tempérament et par santé mentale, par souci de santé mentale, je vais donner quelques coups de canif au formalisme. Il ne s'agira donc pas d'une conférence magistrale, mais d'une conférence où je vais vous exposer à la fois le plan et l'état d'esprit, que vous compreniez bien que, d'une part, moi, je m'autorise à introduire dans les concepts que nous allons examiner ensemble ce soir, à la fois la solidité des définitions qui ont été élaborées par les spécialistes des différentes disciplines et notamment de la philosophie et des sciences sociales, mais que je vais y ajouter aussi ce que l'expérience m'a enseigné et qui transforme, qui ajoute de la plasticité dans ces concepts. Voilà mon état d'esprit, une très grande perméabilité puisque vous faites l'expérience de la démocratie directe qui est relativement rare dans tous les systèmes, que ce soit les systèmes centralisés ou les systèmes fédéraux. Votre système fédéral est aussi très singulier. Je le connais moins bien que je ne connais le système fédéral américain ou le canadien ou le brésilien, mais je découvre par touche et par pan le fonctionnement de votre société que j'observe comme ça un peu de loin depuis plusieurs années. Une très grande perméabilité, la conscience de cette expérience que vous vivez de façon permanente, donc votre appréhension toute particulière de la démocratie dans son fonctionnement au quotidien,
Et puis, une liberté, dans mon propos, une liberté qui permettra les échanges, qui permettra éventuellement les contestations, qui permettra la dispute, lorsque la dispute est courtoise, lorsqu'elle est de bonne foi, lorsqu'elle est soucieuse de convaincre, elle est salutaire, notamment en démocratie. Voilà donc pour l'état d'esprit. Et pour le plan, je vous propose d'abord que nous évitions les malentendus, les ambiguïtés, parce que nous allons traiter de sujets, de concepts qui ont la plasticité que j'évoquais tout à l'heure et qui, à partir du même mot, disent des choses différentes et compliquent parfois la compréhension ou même les combats qui peuvent être conduits en commun. Je vais donc vous proposer d'abord une promenade sémantique, donc très subjective, avec sa part de rigueur, bien entendu, puisque je vous ai dit que je vais tenir compte des définitions, du contenu des concepts que nous allons aborder, mais avec une part de subjectivité qui est liée d'abord à mon attachement à ces concepts, ensuite à ce que m'a enseigné l'expérience, et notamment l'expérience de l'exercice du pouvoir. Une promenade sémantique d'abord, et ensuite une problématisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette conférence a eu 2 titres. Le premier titre était « Francophonie et nationalisme », les 2 au singulier. Pour francophonie, ça semble aller de soi. Je dis bien ça semble aller de soi, parce que pour ma part, je n'exclus pas une possibilité de francophonie plurielle et une possibilité polysémique pour le concept même de francophonie. Mais peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure. Et le titre définitif, celui qui est affiché en grand derrière moi, c'est « Démocratie et populisme ». Démocratie au pluriel, populisme au singulier. Je me demande bien pourquoi. Nous allons donc faire cette promenade sémantique et dans un deuxième temps, nous allons problématiser cet accolage un peu singulier de démocratie et populisme et voir ce que suppose de tourment d'être passé de la francophonie et le nationalisme aux démocraties et au populisme, au singulier, ce que cela suppose comme tourment, ce que la révèle psychanalytiquement parlant de ceux, je mets au pluriel pour dissoudre la responsabilité de ceux qui avaient choisi le premier titre, mais aussi ce que cela contient d'urgence et donc d'interpellation collective. Cette promenade sémantique n'est pas une promenade encyclopédique, ce n'est pas un exercice encyclopédique que je vous propose. C'est d'abord évidemment une démarche conceptuelle, je vous l'ai dit, nous tenons compte de la définition de ces concepts par les philosophes et par les sciences humaines, les spécialistes des sciences humaines. Mais dans cette approche conceptuelle, il y a aussi l'approche épistémologique, c'est-à-dire ce que ces concepts ont embarqué au fur et à mesure, ce qu'ils ont pris, les connotations qu'ils ont ramassées et ce qu'ils diffusent, ce qu'ils renvoient et comment ils irradient. Et à cela, nous allons articuler l'approche que je dirais empiriste, c'est-à-dire ce que l'exercice du pouvoir peut nous enseigner de ces concepts. Donc d'abord, évidemment, la démocratie. Concept ambigu, s'il en est, parce que très souvent dans l'esprit, généralement pas des spécialistes, non pas de personnes comme vous qui faites œuvre quotidienne de défaire les mots, de les faire rendre gorge, de les obliger à dire tout ce qu'ils transportent, et qui faites œuvre quotidienne de réflexion, mais des personnes qui ont d'autres activités, diurnes ou nocturnes, et qui prennent les concepts comme ça, qui prennent les mots comme ça, avec ce que les mots ont l'air d'évoquer. Et pour ces personnes-là, la plupart du temps, la démocratie, voilà, c'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité. On l'entend encore aujourd'hui, c'est voilà, le plus grand nombre, c'est le plus grand nombre qui dit le dernier mot. Mais la démocratie, non. Ça n'est pas la loi de la majorité. Évidemment, Demos, Kratos, l'autorité du peuple, le fameux gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, formule de Lincoln qui est passée dans le domaine public maintenant.
Mais la démocratie, non, ce n'est pas la loi de la majorité. La démocratie, c'est le règne du droit. Et c'est ainsi que d'ailleurs l'ont défini un certain nombre de philosophes, dont le philosophe français Alain. La démocratie est le règne du droit, ce qui signifie que la première question que pose la démocratie, c'est celle de l'existence de la règle. Et bien entendu, l'existence de la règle suppose l'élaboration de la règle. Et comment s'élabore la règle? Alors, la plupart des démocraties qui se proclament comme telles sont des démocraties représentatives. Alors, vous en avez une qui est un peu plus originale, parce que alors qu'à l'époque, même Platon, Aristote, tout ça, considéraient que la démocratie dans la cité est impossible parce que la totalité du peuple ne peut pas être réunie. Donc d'abord, il faut rester à l'échelle de la cité, et ensuite, même à l'intérieur de la cité, ce n'est pas tout le monde qui peut se rassembler pour délibérer. Donc la démocratie représentative est en fait un mode de gouvernement plus simple à mettre en place. Comme vous avez le goût des complications, vous avez choisi, vous, la démocratie directe, la démocratie qui vous permet, par votation, d'imposer à vos gouvernements. Alors, je vois des hochements de tête. Il y a des personnes qui ont l'air de penser que la démocratie directe ne fonctionne pas si bien que ça chez vous. Nous verrons ça très probablement dans la partie des échanges. Mais la plupart des sociétés démocratiques sont des sociétés où organisée autour de la démocratie représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'élaboration de la règle se fait par délégation du peuple. Dans ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, l'exercice qui consiste à élaborer les règles communes est confié à des représentants du peuple. Donc c'est la question de l'existence de la règle et de son élaboration. C'est donc évidemment aussi la question du respect de la règle et donc des limites qui sont infligées aux citoyennes et aux citoyens, mais aussi au pouvoir d'État. Ici, au pouvoir d'État. Et c'est un des grands charmes de la démocratie. C'est qu'une vraie démocratie, elle entend la règle qui s'impose à nous tous, elle entend surtout la capacité à respecter la minorité, parce que oui, évidemment, dans les démocraties représentatives, c'est bien la majorité qui finalement va élaborer la règle, puisque ce sont les représentants majoritaires du peuple qui vont élaborer la règle, mais la force de la démocratie, c'est d'être capable de protéger et de respecter la minorité d'opinion politique ou les minorités dans la société. Mais les limites ne se posent pas seulement aux citoyennes et aux citoyens. Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ce qui nous conduit très directement au concept de l'État de droit. Qu'est-ce qu'un État de droit? Alors là aussi, les ambiguïtés courent les rues. Parce que souvent, on pense que l'État de droit, ben oui, en fait, c'est une démocratie, c'est voilà, il y a une loi, il y a une règle, on l'applique. Non, l'État de droit, c'est plus subtil que ça. Et c'est surtout plus exigeant que cela. L'État de droit, c'est une société où l'État ne va pas seulement élaborer la règle, et nous allons voir sous quelle forme, mais où l'État doit respecter la règle. Un État de droit est une société où l'État respecte le droit. Il est important que nos citoyennes et nos citoyens comprennent cela. L'État de droit, ce n'est pas une société où il y a un État parfaitement identifiable et identifié et qui impose ses lois. Parce que la démocratie étant le règne du droit, nous sommes soumis à ce droit-là. Et si ce droit devient abusif, nous restons soumis à ce droit-là. La démocratie, son fleuron même, c'est d'être un État de droit et par conséquent de veiller à ce que l'État respecte le droit. Et dans les sociétés, il y a parfois un ordre judiciaire spécialisé dont la mission consiste à veiller à ce que l'État respecte le droit et qui peut être saisi par toute citoyenne ou tout citoyen qui considère que dans un rapport direct entre l'administration et elle et lui, que dans une décision collective, l'État outrepasse le droit. Donc l'État de droit est bien une société
où l'État est d'abord tenu de respecter le droit. C'est donc une société où règne la loi, qui émane de la volonté générale et qui suppose évidemment une délégation de pouvoir de la part du peuple. Ce qui suppose ce que, dans la philosophie française, mais ici aussi, mais j'en apprendrai davantage de vous dans la séquence des échanges, ce que Rousseau a appelé la volonté générale, avec une véritable difficulté à définir son fonctionnement. Et les révolutionnaires français ont été confrontés à la difficulté de mettre en place les structures, les institutions qui pouvaient constituer cette volonté générale. Donc nous avons pour l'instant des parlements, et ce sont ces parlements qui représentent la volonté générale. Nous sommes donc, à partir de cette démocratie qui est le règne du droit et non pas simplement la loi de la majorité, arrivés à l'état de droit, qui n'est pas simplement une société où nous vivons autour du droit, mais où l'État, lui, est tenu de respecter le droit. Et par cette volonté générale, par ces institutions et par ce contrat social, c'est-à-dire cette délégation de pouvoir que les citoyennes et les citoyens concèdent à l'État, nous en arrivons à la chose publique. À la chose publique, c'est-à-dire à la République, la res publica, la chose publique, la chose qui est nôtre, qui est notre bien commun, qui suppose une morale publique et qui est censée s'épanouir autour de la mise en place de services publics et de la définition d'un commun. Pas seulement du bien commun, mais d'un commun, c'est-à-dire dans l'évolution de nos sociétés, dans l'évolution de nos environnements, que ce soit nos environnements physiques, nos environnements économiques, nos environnements sociaux, nos environnements culturels, nos environnements géopolitiques. Dans tous ces environnements-là, la nécessité de définir des en communs et de veiller à ce que nous ayons tous accès à ces en communs. Donc, la démocratie, l'état de droit et la République nous rappellent que dans nos sociétés, ce qui nous tient ensemble, c'est d'abord le pouvoir qui émane de nous. Je ne vais pas remonter à Hobbes ni à John Locke, ce sont probablement des théories que vous maîtrisez ici. Ces pouvoirs qui émanent de nous et que nous déléguons. Et la maturité dans la démocratie consiste à ne pas s'endormir sur la délégation donnée, ni se contenter de simplement, tous les 5 ans, tous les 4 ans ou tous les 6 ans, de renouveler ou de montrer du mécontentement. Et cela nous conduit à une considération cardinale, à savoir, dans nos démocraties, comment nous veillons au respect du traitement de cette délégation de pouvoir. Autrement dit, quelle est notre vulnérabilité majeure? Et c'est là que nous voyons que la question n'est pas tant de l'origine de la démocratie, qui est le sujet constamment débattu. L'origine de la démocratie, comment s'exprime cette volonté générale, qu'est-ce que la démocratie représentative et qu'est-ce que cette démocratie directe, est-ce que ce sont les élections, quelle est la fréquence des élections, qu'est-ce que l'abstention, que signifie la progression de l'abstention, est-ce que le vote blanc doit être pris en compte ou pas pris en compte? Ça n'est pas tant l'origine, elle est importante l'origine de la démocratie. Et puis il y a un livre presque indépassable sur la naissance même des démocraties, c'est le Tocqueville autour de la démocratie en Amérique, ces 2 gros tomes passionnants mais parfois indigestes aussi quand même. Mais ça n'est pas tant l'origine que le contrôle de la démocratie. Et c'est là que nous nous posons comme sujet de droit. C'est là que nous cessons d'être passifs. C'est là que nous cessons d'être spectateurs d'une société organisée autour d'institutions dont nous avons perdu le premier jour de ces institutions dans la nuit des temps et à laquelle nous nous sommes habitués. Donc la question du contrôle est une question essentielle. Et c'est à cette vigilance que nous sommes appelés. Comment s'effectue le contrôle dans nos démocraties? Et cette question est fondamentale, elle a d'ailleurs travaillé les philosophes. Vous connaissez les théories de Montesquieu.
sur la séparation des pouvoirs. D'abord sur les pouvoirs, ensuite sur la séparation des pouvoirs. Et non pas simplement le principe de la séparation des pouvoirs, mais l'organisation des choses de façon à ce que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc la question de l'instauration des pouvoirs et du fonctionnement des pouvoirs est une question essentielle. Et la question du contrôle du fonctionnement de ces pouvoirs, du contrôle de l'organisation des pouvoirs, du contrôle de la séparation des pouvoirs et de ce que les philosophes par la suite ont appelé l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire effectivement la possibilité pour un pouvoir d'arrêter un autre pouvoir, cette question-là est essentielle. Et elle est entre les mains des citoyennes et des citoyens. Une démocratie vivante, une démocratie dynamique, une démocratie qui conserve toute sa vitalité est une démocratie où les citoyennes et les citoyens se posent la question du contrôle des pouvoirs et interviennent pour s'assurer le bon contrôle de ces pouvoirs. Nous pouvons relire, je parlais d'Alain tout à l'heure, nous pouvons relire Claude Lefort également. Mais il est intéressant de noter que, je viens de France, donc je vous parle plus facilement de la Constitution française, des institutions françaises et de la démocratie française, même si c'est un modèle qui, avec des variantes, se retrouve ailleurs. Non pas que ce soit le modèle français qui se retrouve ailleurs, mais le modèle démocratique que l'on connaît en France est à quelques glissements près semblables dans d'autres sociétés. Mais je répète, je sais bien que chez vous, c'est très, très différent. Mais il est intéressant de noter que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous le savez, date de 1789, de la Révolution, et qui aujourd'hui encore est dans la Constitution française, et donc constitue ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans cette déclaration, il est dit à l'article 16 que toute société où la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. N'a point de constitution. Constitution, cum, le préfixe, ensemble, nous instituons ensemble. Donc la constitution qui nous permet d'instituer ensemble, si la garantie des droits n'est pas assurée et si la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, cette constitution est nulle et non avenue. Donc, le fait que le constituant de 1789 ait pu poser les choses de façon aussi claire et aussi explicite indique très clairement la nécessité de veiller au contrôle des pouvoirs. Donc, nous voyons que la démocratie, une fois que nous avons repris évidemment sa définition conceptuelle, philosophique, que nous avons interrogé la façon dont elle s'est emplie à travers le temps et à travers l'usage, la démocratie pose un défi permanent. Et ce défi, oui, il est bouleversé, bousculé par les populismes que moi je vais mettre au pluriel. Et avant de venir à cet accolage sulfureux que j'évoquais tout à l'heure entre démocratie et populisme au pluriel, faisons un détour très rapide sur la francophonie, le titre précédent. Donc, alors, je n'ai rien à voir avec le titre, c'est pas moi qui ai dit de le changer, je ne sais pas du tout pourquoi il a été changé. Peut-être que les auteurs de cet acte majeur vont s'en expliquer tout à l'heure. Voilà, donc francophonie et nationalisme. Bon, nationalisme était au singulier aussi. Bon. Je vous disais que pour moi, francophonie peut se concevoir au pluriel. Francophonie peut se concevoir au pluriel, puisque la francophonie concerne plusieurs continents. La francophonie, c'est directement le produit de l'expérience, l'aventure, bon, disons, l'époque coloniale. C'est directement le produit. C'est d'ailleurs toutes les langues européennes qui se trouvent en dehors du continent européen sont les témoins permanents et actuels de l'époque coloniale. L'espagnol n'a rien à faire en Amérique du Sud si ça n'était évidemment la conquête de l'Eldorado par, vous les connaissez tous là, hein, Cortés, Pinson, Vespucci, alors ça c'est italien. Colomb était génois, mais
financé par les rois catholiques d'Espagne. Voilà. Et même Monsieur le Pape, surtout, s'en est beaucoup mêlé, parce qu'à l'époque, les monarchies reconnaissaient comme autorité suprême l'autorité papale, celle du Vatican, et c'est le pape qui tranchait les différends entre les puissances coloniales. Donc en Amérique du Sud, par exemple, c'est le traité de Tordesillas, décrété par le Vatican, qui a séparé l'hémisphère sud entre l'Espagne et le Portugal. Et aujourd'hui, évidemment, le Brésil parle portugais, brésilien et portugais, et presque tout le reste de l'Amérique du Sud parle espagnol. Donc la présence des langues européennes ailleurs, le français aussi en Amérique du Sud, mais seulement chez moi, en Guyane, le français en Afrique francophone, le français... alors, on le trouve en Amérique du Sud, dans les pays hispanophones. On trouve des francophones dans les pays hispanophones. On en trouve partout. Bon. Tout ça, c'est vraiment le résultat de cette époque coloniale. Donc, la francophonie, c'est une trace, c'est un sillage très, très, très épais, très lourd encore, de cette époque coloniale. Mais moi, je ne suis pas choquée à l'idée de pluraliser la francophonie. Parce que, forcément, les peuples ont fait des choses différentes avec la langue. La langue de domination, la langue d'étouffement, la langue d'asphyxie, la langue qui a tué un certain nombre de langues natives, la langue qui a vraiment, vraiment étranglé un certain nombre de langues dont il reste juste des résidus, mais la langue qui a aussi fécondé des langues natives et qui leur a offert quelques mots, qui leur a offert quelques structures, qui leur a offert quelques références. Donc, et ça s'est passé de façon différente. Ça ne s'exprime pas de la même façon au Canada francophone, donc dans la province du Québec, qu'en Guyane, par exemple, ou à La Réunion dans l'océan Indien, ou au Sénégal, ou au Niger. Voilà, cela ne se passe pas de la même façon, ni en Tunisie, par exemple. Donc, moi, les francophonies, au pluriel, cela me paraît tout à fait concevable si on accepte l'idée qu'il n'y a pas un centre et des périphéries, un lieu d'une langue qui rayonnerait sur le reste des territoires où se parle cette langue, mais bien de multiples centres où la langue a été reprise. Kateb Yassine, l'Algérien, disait que le français est notre butin de guerre, où la langue a été reprise, où elle a été fécondée aussi, où des expressions ont été construites ou ont été parfois détournées, c'est-à-dire qu'on leur a donné un autre sens. Donc la francophonie peut être parfaitement plurielle. Donc francophonie et nationalisme. Bon, alors moi je n'ai pas saisi le lien. Alors c'est peut-être parce que justement ceux qui avaient choisi ce titre-là n'ont pas vraiment perçu le lien qu'ils l'ont abandonné. Mais donc voilà, il n'y a pas de raison que francophonie aille systématiquement avec le nationalisme. Francophonie, ça va plutôt au contraire, éventuellement avec cosmopolitisme, avec ouverture, avec altérité, ça va plutôt avec conscience du reste du monde. Mais revenons donc à la démocratie et au populisme, que je veux mettre au pluriel. Parce que le populisme, la première émergence, la première irruption, ce qu'on appelle la première occurrence, lorsqu'on parle la langue avec une exigence puriste, la première occurrence du populisme vient d'abord d'un territoire qu'on regarderait les yeux écarquillés aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la Russie du début du XIXe siècle, et c'est une contestation de la société féodale, de la société oligarchique, d'une société de classe, d'une société d'oppression. C'est la contestation de cet ordre social qui donne lieu à la première formulation du populisme. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de populisme, nous retroussons au moins les lèvres, au moins. Parce que tout simplement, c'est une de nos grandes défaites. C'est une de nos grandes défaites. Parce que si le pouvoir n'est pas au service des peuples, au service de qui est-il? Et nous voyons bien que toutes les trahisons de pouvoir se font parce que
les pouvoirs, les appareils d'État sont captés, préemptés et mis au service d'intérêts particuliers, alors que l'État est censé représenter l'intérêt général. Donc, le populisme qui nous écœure et qui nous rebute aujourd'hui est juste l'expression d'une de nos immenses défaites. Nous avons laissé prendre un concept par des démagogues qui instrumentalisent le peuple parce que dans les périodes difficiles, lorsque les activités économiques rétrécissent, lorsque les salaires ne permettent pas une vie décente, lorsque l'accès au pouvoir public, aux services publics, l'accès aux grands services culturels, la mobilité sur le territoire, la possibilité de changer de classe sociale, d'accéder à des métiers qui sont inhabituels dans la catégorie sociale où on est né, lorsque la situation économique est telle, évidemment, parfois progressivement, mais parfois brutalement, monte une colère, une rancœur, une fureur qui a besoin d'évacuation, qui a besoin de débouchés, qui a besoin de prétextes, qui a besoin de boucs émissaires. Et il y a toujours là des personnes, des démagogues, pour les appeler, les qualifier comme ces personnes le méritent, qui viennent se répandre sur ces colères, sur ces frustrations, sur ces mal-être, et leur offrir un débouché facile. Et le débouché facile, c'est évidemment le voisin, c'est évidemment l'étranger, c'est évidemment la personne qui a une différence quelconque, une différence d'apparence, une différence d'appartenance, une différence d'affinités amoureuses, une différence d'apparence physique par la peau, par la couleur de la peau, d'apparence physique par le handicap éventuellement. Voilà, une personne qui a une différence, qui est identifiable, ou parfois par une religion tout simplement. Il y a donc toujours la possibilité de désigner des boucs émissaires. Et c'est ce que sont devenus les populismes. Je vois mal comment nous pourrons très vite reprendre ces termes-là. Il faudra pourtant œuvrer à les reprendre. Vous vous souvenez que, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale et l'instauration du Troisième Reich et l'horreur nazie sur toute l'Europe, des écrivains, des personnes comme von Humboldt ou Brecht, disaient qu'il fallait nettoyer les mots. Il y avait des mots, parce que le pouvoir commence par le verbe. Nous savons bien que le pouvoir commence par le verbe. Le conditionnement des personnes, et notamment des électrices et des électeurs, se fait par le verbe. Et Brecht, notamment, disait qu'il fallait lessiver les mots. Il y avait des mots à reprendre, les lessiver, les nettoyer avant de les remettre en circulation. Populisme est un mot qu'il nous faudra arriver à reprendre. Sous quelle astuce, je ne sais pas, ça semble compliqué, parce que nous sommes nombreux dans plusieurs pays européens à essayer de lui donner un autre contenu, mais manifestement, nous n'y arrivons pas. Parce que c'est toujours plus difficile de dire la sophistication des choses, leur complexité, leur subtilité, que de dire les choses à l'état brut. C'est toujours plus difficile d'en appeler à l'intelligence que d'en appeler à l'instinct. C'est toujours plus difficile de dire aux personnes « Attendez, voyons les nuances de ce mot et de ceux qu'il transporte », plutôt que de voir grossièrement ce qu'il signifie. C'est toujours plus difficile et ça prend plus de temps. Mais il nous faudra accomplir cet effort de reprendre ce mot, de le lessiver de façon à pouvoir le remettre en circulation. Alors, une fois que nous savons ce que contiennent les mots, comment nous pouvons problématiser ce que suppose cet accolage francophonie et nationalisme ou démocratie et populisme? Quel tourment cela évoque? Des tourments qui nous traversent tous, qui nous travaillent même, des personnes qui ont des engagements, j'en fais partie, sans doute que dans la salle vous êtes nombreuses et nombreux à en faire partie. Lorsque nous avons des engagements, nous sommes très très perturbés, cela fait quelques années que nous sommes très perturbés et que nous avons de vrais tourments. Comment parler? Que disent les mots? Que transportent les mots? Est-ce que les mots sont entendus tels que nous les formulons, tels que nous les prononçons? Et nous voyons bien comment nos sociétés sont en train de se défaire.
Alors, j'ai eu droit à un entretien très instructif avec monsieur le recteur, je fais de la dénonciation publique, avec monsieur le recteur et quelques professeurs, sur la sagesse des Suisses. Alors, moi, de loin, c'est pas si loin, de Paris, la frontière, le pays voisin, il m'arrivait plusieurs fois de regarder les résultats de vos votations. Et parfois de m'arracher les cheveux. Ça ne se voit pas, puisque je les tresse, mais voilà. Mais le recteur ne m'a parlé que de vos votations de grande sagesse. Parce qu'il paraît que vous avez refusé une 5e semaine de congés payés. Moi, je ferai une BD sur vous, hein. En tout cas, chapeau bas, hein, mes compliments. Mes compliments. Je salue parce que je suppose que vous aviez de bonnes raisons de refuser cette 5e semaine de congés payés. Mais moi, mes combats, c'est de donner du temps aux gens pour qu'ils se cultivent, qu'ils s'instruisent, qu'ils passent du temps avec leurs enfants, avec leurs grands-parents, qu'ils aillent au musée, au cinéma, au théâtre, à l'opéra, sur la plage aussi d'ailleurs, en montagne également. C'est de leur donner du temps pour qu'ils échappent au travail aliénant. C'est bon, donc ce sont mes combats. Donc, je pense. Je veux bien croire que votre sagesse est supérieure à ma passion et que vous ayez eu de bonnes raisons de refuser cela. Bon. Ceci étant, moi, je suis prête à vous admirer parce que je suppose, je ne sais pas encore quelle est la raison profonde, mais je suppose qu'il y avait un intérêt général, qu'il y avait une situation d'urgence. Je vois des dénégations. Bon, donc je crois que on va abandonner le sujet parce que je vais éviter un incident diplomatique majeur. Mais bon, voilà, donc il paraît que vous êtes sage, machin, mais que vous avez des populistes aussi. De l'autre côté de la frontière, on connaît des noms de populistes. Moi, je ne les appelle pas populistes, à vrai dire. Je n'utilise pas le mot. J'évite complètement le mot, le concept. Ce sont des démagogues et je n'ai aucune raison de les habiller différemment. Donc, les démagogues qui flattent les gens et qui les empêchent de s'élever, qui les empêchent d'aller chercher en elles, en eux, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, même si ça demande des efforts, même si ça demande de vraiment prendre sur soi. Ces personnes-là, non, ne sont pas des populistes parce que ça ne représente pas le peuple. Ça ne représente pas le peuple. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment accaparé le terme. C'est un hold-up parfaitement réussi. C'est un vrai casse. Donc, vous en avez, il y en a en Europe. Il y en a en Europe. Est-ce que la solution, c'est d'aller leur parler? Moi, non. Moi, je refuse, et cela fait 20 ans que je refuse. Je refuse. Je ne dis pas qu'il faut interdire les partis qui se réclament, qui sont ouvertement xénophobes, ouvertement racistes, ouvertement antisémites, ouvertement machin, parce que c'est souvent le cas pour ce type de parti-là. Je ne dis pas forcément qu'il faille les interdire. Je dis qu'il faut traquer chacune de leurs paroles, qu'il faut les traduire en justice et les sanctionner lorsque leurs paroles ou leurs actes transgressent la loi commune. Mais je ne m'impose pas de débattre avec ces personnes-là, parce que pour débattre, j'estime qu'il faut un socle commun. Je ne débat pas de la démocratie à l'intérieur de la démocratie avec des personnes qui ont des pratiques antidémocratiques. Je ne débat pas des lois, des règles et des valeurs républicaines à l'intérieur d'une république avec des personnes qui profèrent des idées et ont des pratiques anti-républicaines. Je ne dis pas de les bâillonner, je ne dis pas de les emprisonner, je ne dis même pas de les faire taire, même si moi, j'éteins ma radio. Mais parce que les théories, nous les connaissons. Après, comment ils les recyclent dans la parole quotidienne, je n'ai pas besoin de me polluer l'esprit avec ça. Mais les théories de base, nous les connaissons. Donc, moi, je dis que
une des grandes faiblesses des démocraties, c'est pour ça que la question du contrôle du fonctionnement des démocraties est essentielle, une des grandes faiblesses des démocraties, c'est de ne pas être capable de faire face aux ennemis de la démocratie. Parce que les démocraties portent en leur sein des ennemis de la démocratie. Et nous ne savons pas, nous n'avons pas encore mis en place le dispositif et surtout l'état d'esprit qui nous permet de lutter contre les ennemis de la démocratie. Nous nous proclamons républicaines et républicains, parfois dans les sociétés où c'est le cas, sans être capables de mettre en place de quoi neutraliser les anti-républicaines et les anti-républicains. Et souvent, d'ailleurs, avec des erreurs de cible, des erreurs d'ennemis ou d'adversaires très, très, très largement fantasmées. Donc, ce sont des questions essentielles, essentielles. Ce qui compte, ce n'est pas de regarder, de scruter avec angoisse la progression des démagogues qui prétendent parler au nom du peuple, au nom des peuples, et dont on voit bien dans nos pays ou même sur d'autres continents, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, dans la plupart des cas, regardez bien, ce sont des orgies de corruption, d'incapacité, d'incompétence, d'inefficacité, de désinvolture. Alors, il y en a qui s'en réjouissent en se disant, ben voilà, vous voyez bien que ce ne sont pas des réponses. Sauf qu'ils ont le temps de faire des dégâts. Et ils ont le temps de faire des dégâts, notamment dans l'esprit des citoyennes et des citoyens, et en particulier des plus jeunes, mais aussi, bon, des beaucoup moins jeunes. Mais donc, notre question, ce n'est pas de savoir s'ils progressent, si les démagogues progressent. Notre sujet, c'est de savoir comment nous consolidons nos démocraties. Que ce soit la démocratie directe ou de la démocratie représentative, comment pouvons-nous, nous, citoyennes et citoyens actifs, sujets de droit, soucieux de la cohésion de nos sociétés, préoccupés de l'avenir des générations suivantes, comment nous renforçons nos démocraties? Comment nous les consolidons? Comment nous les rendons saines, nos démocraties? Comment nous faisons en sorte que par leur propre vitalité, nos démocraties marginalisent les démagogues, les cracheurs de haine, celles et ceux qui savent tellement en appeler aux bas instincts, aux passions négatives, les passions tristes de Spinoza, qui les remuent et qui les tournent contre l'autre, juste l'autre, l'autre qui n'est qu'un autre moi-même, qu'une autre moi-même, à plus forte raison si l'autre est différente, si l'autre est différent, par n'importe quoi, par sa façon de dire, sa façon d'être, par son apparence, par ses croyances, par ses non-croyances, par ses goûts littéraires, musicaux, artistiques en général, par ses goûts des autres, ses goûts de l'air, l'autre qui est un univers en soi, qui interpelle mon propre univers, qui est un miroir de moi, qui me permet de me découvrir moi, l'autre qui est d'abord un visage, l'autre qui me rappelle juste moi, mon appartenance à l'espèce humaine, l'unité de cette espèce humaine et mon devoir ontologique de protéger l'autre, où qu'il soit, où qu'elle soit. Et c'est pour ça que tous ces concepts, même hautement philosophiques et en plus empiristes, tous ces concepts sont surplombés par une exigence éthique, au sens où l'entendait Paul Ricoeur, c'est-à-dire les choses bonnes, dans des institutions justes, avec et pour les autres. L'éthique, ce sont des choses bonnes, dans des institutions justes, avec et pour les autres. Pas juste des institutions justes pour moi, avec et pour les autres. Et c'est tout le sens de la démocratie, de nous rappeler que nous sommes égales, nous sommes égaux, de nous rappeler que nous sommes liés par un destin commun, mais que ce destin n'est pas établi, qu'il n'est pas donné,
et que c'est nous qui le forgeons. Et que si nous sombrons dans la démagogie, que si nous laissons la main à celles et ceux qui ne tracent que des fractures dans nos sociétés, qui ne font que nous dresser les unes contre les autres, si par manque de vigilance, par manque de lucidité, par manque de courage, par manque de volonté, nous laissons faire, nous devenons complices. Quelles que soient nos qualités personnelles, quels que soient nos engagements, quelles que soient nos grandes et belles idées, et quel que soit le peu que nous pouvons faire peut-être tout près de nous, nous devenons complices. C'est une responsabilité colossale, considérable, et c'est parce que nous avons failli jusqu'à maintenant. Même si individuellement nous avons réussi, même si individuellement chacun d'entre nous a fait du mieux qu'elle pouvait, du mieux qu'il pouvait, même si individuellement nous avons donné tout ce que nous étions capables de donner, collectivement, nous avons failli. C'est pour ça qu'il leur arrive d'être forts. C'est pour ça qu'il leur arrive de parler haut. Mais c'est à nous de parler clair. Et vite. Et vite. Car comme le disait cet immense poète mexicain Octavio Paz, le temps est passé d'attendre la venue du temps. Merci. Madame Christiane Taubira, je crois que la salle a exprimé ce que chacun d'entre nous a ressenti en vous écoutant durant cette balade sémantique qui en réalité est une randonnée menée à un rythme très rapide. Vous nous avez fait passer de très forts dénivelés, dénivelés intellectuels. Vous nous avez amenés dans des choses trappes en nous en sortant aussitôt. Merci profondément pour avoir inauguré d'aussi belle façon cette chaire de la francophonie. Et puis, en tant qu'organisateur, avec mes partenaires et collègues, vous nous avez aussi rappelé les méandres liés à l'organisation d'une telle conférence, méandres intellectuels, les chemins de traverse que nous avons pris pour nous ramener sur le droit chemin avec cette thématique que vous nous avez très subtilement rappelée de sa pertinence. Et j'espère avec plus de sagesse. Je crois que le recteur et nous-mêmes en avons compris la leçon. Merci infiniment. Comme dans tout exercice démocratique, il y a un moment d'échange. Vous l'avez accepté de prendre quelques questions dans la salle. Vous êtes très nombreux. Et pour cela, nous avons des collègues avec des micros qui vont pouvoir vous permettre de poser vos questions. Il y en a 2 de chaque côté des différentes travées. Et je vous demanderai de poser des questions, de les formuler de la façon la plus synthétique possible,
compte tenu de l'horaire déjà avancé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est votre moment d'échange avec Madame Taubira. Alors, j'ai sur ma gauche Madame au dernier rang, voilà. Alors, je suis Marie Zélie, je suis interne à l'ONU, au Commissariat aux droits de l'homme. Tout d'abord, Madame la Ministre, je tiens à vous réitérer les compliments que je vous ai adressés lors de notre dernière rencontre à Lyon. C'est un infini plaisir de vous retrouver. La beauté de vos mots à la pertinence de votre discours. Je me permets de vous interpeller quant au détachement saisissant des jeunes générations vis-à-vis de la démocratie. Je suis française, des Caraïbes, et au lendemain des dernières élections européennes, j'ai été submergée d'une immense tristesse quant à l'alarmant déclin de l'empathie chez l'être humain face à la mer montée de l'individualisme que trahissaient ces résultats. Ainsi, j'ai engagé des débats autour de moi auprès des jeunes pour essayer de comprendre. Et j'en suis venue à la conclusion qu'un certain nombre de très jeunes citoyens sont tombés en désamour de leur propre système politique, se retrouvant mieux disposés à envisager des alternatives autoritaires. En effet, on m'a très souvent répondu « essayons autre chose, qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Ou encore, je cite, « la démocratie n'existe plus ». J'ai conscience que si un seul d'entre eux avait connu dans sa chair la force destructrice du fascisme, il s'abstiendrait de ce type de discours. Mais vous, Madame la Ministre, qui aimez murmurer à la jeunesse, qu'aimeriez-vous murmurer à celle-ci? Merci. Merci pour cette question très complète. Je vous propose de prendre une seconde question de façon à regrouper, si vous le voulez bien, les interventions. Monsieur. Madame. Il fonctionne, je vous en prie. Allô? Oui. Je crois que vous avez touché une corde sensible et on est tous entrés en résonance. Donc, je rentre dans votre jeu. Est-ce qu'on peut enlever le « e » de chair? Chair de la francophonie. La balade sémantique était une randonnée, c'est désormais une véritable ascension. Madame Taubira. Pardon. Vous êtes un sensuel jeune homme. Bon. Ce sont des joies pour tous les lieux, y compris l'université. Mais la chaire a ses règles, l'université a les siennes, et jusqu'à maintenant, le recteur a accepté de bonne grâce toutes mes impertinences. Je ne vais pas venir démolir quand même l'organisation universitaire. Vous verrez ça avec les organisateurs de la chaire. Nous avons créé un groupe désormais. Mais je sais que dans les universités, il se passe des choses de chair sans eux. Bon, alors vous allez militer pour ça. Et expliquer. Mademoiselle, alors je vous trouve amère. Il y a probablement de quoi, lorsqu'on observe les choses de près, comme vous venez de les décliner. Moi, je reste très optimiste. Et je reste très optimiste justement parce que je fréquente beaucoup votre génération. Beaucoup. D'abord, je suis de tempérament plutôt joyeux. Et je cultive ma joie depuis très très longtemps. Je l'arrose, je l'arrose, je l'arrose, je la parfume. Donc, je conserve ma joie. Et vous m'en avez donné aujourd'hui. Merci pour d'abord votre écoute. Voilà, j'étais heureuse de vous parler. Donc, merci pour la qualité de cette écoute. Je m'adresse à vous toutes et à vous tous, là. Merci, je me sens dans un cocon, je suis bien avec vous. Lorsque je ne suis pas bien, ça se sait, ça se voit et ça ne dure pas. Donc, voilà, donc je suis joyeuse et ma joie est constamment alimentée. Elle est alimentée, là, depuis que je suis avec vous. Je suis une optimiste et mon optimisme aussi, je l'entretiens. Parce que ce n'est pas un optimisme béat, c'est vraiment un optimisme d'abord de clairvoyance, un optimisme de lucidité. Et c'est aussi un optimisme de combat, donc de volonté. Et parce que je fréquente beaucoup votre génération, je vais dans des universités, je vais dans des lycées, je vais dans des lieux de formation professionnelle, je vais dans des tas d'endroits culturels, dans des tas d'endroits de travail, là où on voit les gens de votre génération. Et
je suis de plus en plus optimiste. Je n'ai pas l'amertume que vous avez, même si je peux comprendre cette amertume. Mais en tout état de cause, si vous êtes amer, transformez cela, transformez en quelque chose de nourricier. Voilà, évitez que l'amertume, la désillusion, la déception vous plombe, vous alourdissent, vous écrasent. Transformez tout en or. Transformez tout en or. Et moi, je suis optimiste parce que je fréquente votre génération. Et partout où je vais, hein, donc ici, en France, mais également en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique du Sud. Moi, c'est une génération qui est consciente du monde. Elle sait que le monde est présent. Elle pense le monde. C'est sûrement évident pour vous. Mais quel changement par rapport à ceux qui sont au pouvoir actuellement ? Dans nos pays, dans tous nos pays, quel changement? Le fait d'avoir conscience de la présence du monde, le fait de savoir que lorsqu'on prend une décision, elle peut être contrainte par des choses du monde et elle peut avoir des effets sur le reste du monde. Juste le fait de le savoir, ça change le rapport au pouvoir, ça change la nature et le contenu de la décision. Donc moi, à fréquenter votre génération, cet élément particulier que je perçois partout me rend optimiste. Parce qu'il faudra vraiment que vous fassiez exprès pour faire moins bien que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Je ne fais pas de jeunisme, hein. Je ne dis pas que vous êtes merveilleux. Il y a des jeunes qui sont tentés par les théories nazies et fascistes. Il y a des jeunes racistes. Il y a des jeunes homophobes. Il y en a. Mais comme aurait dit Audiard, ça n'est pas la majorité de l'espèce. Hein. Il y a des poissons volants, mais ça n'est pas la majorité de l'espèce. Donc voilà, les jeunes fascistes, racistes, etc., ce n'est pas la majorité de la génération. D'accord? Donc il y en a, je ne fais pas de jeunisme. Je ne dis pas non plus que vous avez tout compris. Je ne dis pas que vous êtes merveilleux. Vous êtes parfois casse-pieds, vous croyez que vous avez raison, vous croyez que vous avez tout compris. Bon, voilà, il y a tout ça. Mais je sais que vous allez vous casser la figure et vous redresser. D'accord? Donc, s'il vous plaît, transformez ça en or. Hein? Soyez pas amers, manque d'empathie et tout ça. Apprenez-les à aimer. C'est facile d'apprendre à aimer. Oui. On va prendre encore 2 questions. Il y a monsieur dans la partie centrale. Voilà. Et puis, il y aura madame. Voilà, vous avez déjà le micro. Je vous propose de poser votre question, s'il vous plaît. Oui. Madame la ministre, vous soulignez que la question principale, c'est le contrôle de la démocratie. Alors, comment effectuer ce contrôle de la démocratie? Merci. Une seconde question, monsieur. Madame la ministre, mes respects, ainsi qu'à monsieur Henri Monceau et certaines excellences qui sont ici. Je suis Philippe Lionjo, je travaille également aux droits de l'homme, chers collègues. Je suis originaire d'un pays, je vais paraphraser un petit peu le docteur Mukwege, je suis originaire d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, et beaucoup de comédiens disent que c'est au moment où il y a démocratique dans ces républiques qu'il y a des problèmes. Comment le contrôle que vous évoquez pourrait être inculqué à celui qui doit contrôler, c'est-à-dire le peuple dans ces pays? Merci. Voilà 2 questions qui sont en résonance. Madame Taubira. Oui, absolument. Alors, le contrôle de la démocratie. Mais déjà, les institutions, déjà la séparation des pouvoirs, et ensuite les contre-pouvoirs. Nous consentons, collectivement, nous consentons, parce que nous nous taisons, nous consentons à la confusion des pouvoirs, et même à la fusion des pouvoirs. Je connais mieux le pouvoir de l'organisation française, je connais moins bien. Ici, vous avez des cantons, vous avez un gouvernement fédéral, vous n'appelez pas vos ministres, vous les appelez conseillers, un chef d'État. Donc, bon, voilà, c'est très, très original. Je ne sais pas si c'est fait pour enfumer des gens comme moi, mais bon.
Donc, mais nous consentons à tout cela. C'est pour ça que nous devons nous penser sujet de droit. Nous laissons les mains libres. Ces dernières années, en France, les libertés ont reculé, et elles continuent à reculer, les libertés individuelles et les libertés publiques. Mais nous sommes consentants, même si quelques voix s'élèvent, il y a des tribunes dans les médias, mais nous sommes collectivement consentants. Nous consentons à ce que le pouvoir législatif soit de plus en plus chapeauté par le pouvoir exécutif. Nous consentons depuis longtemps, et vraiment nous, je m'inclus dans le nous, même si je peste, ça fait 20 ans que je peste, ça fait, tout à l'heure un militant socialiste est venu gentiment me saluer et me montrer son journal, je fréquente les socialistes en France, je me dispute avec eux depuis 20 ans, tous les jours, 3 fois par jour. Bon. Ils restent mes amis, mais nous, je vois bien que nous ne portons pas l'exigence d'une démocratie saine. Il faut d'abord se rendre compte que la démocratie a 2 défauts. Le premier défaut, c'est que c'est un système qui rend amorphe, vraiment. Le deuxième, c'est que franchement, il n'est pas sexy. Franchement, un pouvoir autoritaire, c'est plus excitant. Vous avez une espèce de personne qui vient, qui se prend pour Dieu, qui parle. Alors, il y en a même qui se prennent pour Dieu dans des démocraties, mais bon, voilà, le système autoritaire, ça en appelle à des pulsions. Ouais. Il y a quelque chose de charnel dans le rapport, y compris ceux qui le combattent. Il y a quelque chose de charnel parce qu'on est dans l'affrontement, on est dans le dépassement de soi lorsqu'on le combat, et puis lorsqu'on l'accepte, voilà, il y a un chef qui dit comment on doit faire et comment on ne doit pas se comporter. La démocratie, ça en appelle à notre responsabilité quotidienne, et puis là, voilà, atomisée. Donc ça n'est vraiment pas sexy, la démocratie. Et pourtant, c'est le meilleur système, comme disait Churchill, une fois qu'on a éliminé tous les autres. Donc, est-ce que nous acceptons... Alors, je répète, je ne connais pas bien votre système de répartition des pouvoirs. J'ai compris que vous avez un gouvernement collégial où les décisions sont prises collégialement. J'ai demandé si c'était majoritairement ou unanimement. J'ai compris que c'était plutôt souvent unanimement, mais que ça pouvait être majoritairement, et qu'on pouvait éventuellement, soit discrètement, soit plus pesamment, exprimer une volonté dissidente. J'ai compris? J'ai bien compris? Bon, nous avons en France un pouvoir exécutif qui dévore l'espace du pouvoir. Il dévore l'espace du pouvoir. Moi, je me souviens quand j'étais dans la majorité de gauche à l'époque où j'étais parlementaire, et c'est M. Jospin qui était Premier ministre, il a fait reculer, il avait la volonté de donner plus de pouvoir au Parlement. Il a fait reculer la part de textes de loi et maintenant de l'exécutif de 99% à 94% à peu près. C'était considéré comme un grand progrès. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, si nous acceptons que le Parlement continue à être aux ordres ou à être juste une caisse de résonance de l'exécutif, si nous acceptons que les rapports entre l'exécutif et le judiciaire soient des rapports au moins ambigus, si nous acceptons tout ça, si nous acceptons que les corps intermédiaires soient évacués, maltraités, sous-estimés, peu écoutés, si nous acceptons tout ça, nous acceptons le non-contrôle de la démocratie. Si nous acceptons, parce que la séparation des pouvoirs permet quoi? Lorsque c'est l'exécutif qui contrôle tout. La démocratie, je l'ai dit, c'est l'élaboration de la règle et c'est le respect de la règle. Si c'est l'exécutif qui fait la règle, le fleuron de la démocratie, je vous l'ai dit, c'est l'état de droit, c'est-à-dire l'obligation pour l'État de respecter le droit. Mais si l'État a toute marge pour faire un droit abusif, il peut respecter son droit abusif. Et après les attentats de 2015 en France, les Françaises et Français étaient tellement traumatisés, et il y avait de quoi être traumatisés. Il y avait de quoi. Que les sondages montraient que pour eux, la sécurité primait tout le reste. Et on a entendu des phrases du genre « la première des libertés, c'est la sécurité ». Mais non, la sécurité est une condition d'exercice des libertés. Mais ça n'est pas la première des libertés. Et nous ne pouvons pas confondre nos libertés individuelles et nos libertés publiques avec nos besoins de sécurité. Nous avons un besoin légitime de sécurité.
Mais obligeons nos dirigeants à penser ce legs, ce patrimoine de liberté qui a été conquis par des générations. Des personnes en sont mortes, des personnes ont été réduites à l'exil, des personnes ont été incarcérées pour réclamer les libertés. Nous leur devons un minimum à ces personnes-là. Donc nous ne pouvons pas renoncer comme ça à nos libertés au nom de la sécurité. Nous avons le droit d'exiger de la sécurité, mais nous devons accepter une part de risque et faire en sorte que la puissance publique respecte nos libertés autant qu'il se soucie de notre sécurité. Et notre sécurité ne peut pas justifier qu'il étreinte toutes nos libertés, y compris les libertés de descendre dans la rue pour réclamer nos propres droits. Donc nous devons montrer notre maturité de façon à ce que les pouvoirs publics fassent attention. Or, si nous ne faisons pas attention, nous n'exigeons rien, ils adoptent, ils prolongent la loi d'état d'urgence, après ils peuvent respecter, ils l'ont prolongée, ils respectent. Sauf que le prolongement peut être abusif. Nous avons une loi renseignement, j'étais garde des Sceaux à l'époque, j'ai dû batailler, y compris contre ma majorité, pour mettre 4 verrous dans la loi. Parce que l'ambiance était telle, et moi je répondais à ce qu'on m'a répondu aussi quelque temps après pour la déchéance de nationalité, l'opinion publique. L'opinion publique. L'opinion publique veut de la sécurité, arrêtez de nous casser les pieds avec les libertés. Ben non, moi je fais contrôler les libertés, je fais contrôler les abus, les violations de liberté, parce que je veux préserver les libertés. La déchéance de nationalité, on m'a répondu 90% des Français sont favorables. Ben oui, avec ce qu'on a pris sur la tête, je comprends, tout ce qu'on leur propose, ils disent oui. Mais en leur nom, au nom de leur histoire, au nom de leur combat, au nom de leurs valeurs, au nom de leurs convictions, je dis que j'ose aller contre ces 90% parce que je suis persuadée qu'ils sont ponctuels et que ce qu'on se prépare à faire est contraire à cette histoire, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Et c'est moi qui ai eu raison, parce que l'opinion publique a chuté. Une fois qu'on a commencé à débattre, l'opinion publique a chuté. En 15 jours, elle est passée de 90 à 60%. Résultat, je connais mieux les Français que... Bon. Que les Suisses. Alors, ben voilà, je vous ai répondu en même temps, monsieur. Vous avez remarqué que je vous répondais en même temps? Mais c'est vrai que, bon... Alors, moi, il m'arrive... J'allais très souvent en Afrique, j'y vais un peu moins, mais j'y vais quand même. J'y suis allée 3 fois l'année dernière, dans des pays différents. Et j'entends parfois le discours qui consiste à dire « Ouais, mais ça, ce sont des libertés européennes, c'est une conception européenne. » Non, moi, je suis absolument convaincue, persuadée que le patrimoine de liberté, le goût de la liberté, le patrimoine de liberté est un patrimoine commun. Et que sur le temps long, les peuples ont voulu de la liberté. Et que les dictateurs, qui sont une parenthèse de l'histoire, longue, trop longue, mais une parenthèse néanmoins, ces dictateurs-là ne peuvent pas imposer, même quand ils n'ont pas le statut de dictateur, mais en tout cas les pouvoirs autoritaires, les restrictions de liberté, le fait d'habituer les gens à vivre sans liberté, droit de grève, syndicalisme, etc., expression, contestation du pouvoir, liberté de la presse, etc. Non, ça, ce sont des parenthèses. Ce sont des parenthèses. Il y a eu des civilisations florissantes sur tous les continents. Sur tous les continents. Il y a eu des civilisations florissantes. Il y a eu des recherches, il y a eu une contribution à la connaissance de l'humanité, à la réflexion de l'humanité. Il y a eu en Amérique du Sud, avant, les Incas, les Mayas, qui n'étaient pas des anges, hein, ils s'entretuaient entre eux, les guerres tribales avaient lieu partout, elles avaient lieu en Europe, elles avaient lieu en Asie, elles avaient lieu en Amérique, voilà, partout, sur tous les continents, les hommes ont aimé se faire la guerre, surtout les hommes, hein. Il y a eu quelques sociétés de femmes, mais surtout les hommes, parce que c'était une façon de s'imposer. La première oppression, c'était l'oppression sur les femmes. C'est quand même la première. C'est celle qui dure le plus, et c'est celle qu'on va casser.
Mesdames, Messieurs, la démocratie est fondée sur des règles, le débat public aussi. Le temps avance. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent encore poser des questions. Je vous propose d'arrêter le débat là. Mais, il y a un mais, vous aurez la possibilité de poursuivre cet échange lors d'une dédicace, la dédicace du dernier livre de Madame Taubira, demain, à la librairie Payot de 12h15 à 14h15 pour votre dernier ouvrage, Nuit d'épines, de façon à pouvoir rentrer en résonance avec ce que vous avez évoqué. Merci à vous. Je vais donc... Je remercie donc encore très chaleureusement l'Université de Genève et de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Christiane Taubira. Je vous remercie aussi pour votre présence nombreuse et on vous invite bien évidemment à suivre le programme de cette chaire qui débutera le semestre prochain. Merci beaucoup à toutes et à tous.